Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure de légende, celle de Jacques l'Éventreur, célèbre tueur qui a perpétré d'effroyables meurtres en 1888 dans le quartier pauvre de Whitechapel, à l'est de Londres. Depuis toujours, sa véritable identité est demeurée mystérieuse. En un mot, le tueur est le crime parfait. Des dizaines de suspects ont été évoqués, allant jusqu'à inclure des membres de la famille royale et des premiers ministres. Plus d'un siècle après ces meurtres, le mystère de Jack l'Éventreur plane toujours sur la ville de Londres, ville dans laquelle ces crimes et ces meurtres effroyables ont été commis. Jack l'Éventreur terrorise toujours autant qu'en 1888, les habitants du quartier pauvre de Whitechapel, dans l'est de Londres. Vous voulez en savoir plus sur Jack l'Éventreur? Venez avec moi. À Londres, en 1887, le jubilé de la reine Victoria est célébré en grande pompe. Il consacre un demi-siècle de règne digne, populaire, puissant. Depuis 1877, la reine porte aussi le titre éclatant d'impératrice des Indes. Pourtant, en 1888, l'opinion publique est inquiète, désorientée, angoissée. À l'origine du trouble, un événement qui accapare la première page de tous les journaux, une série de terribles meurtres, dus tous aux mêmes mains diaboliques, délibérément organisés, accomplis par une personne qui n'est pas novice en ce travail. Leur récurrence à de brefs intervalles donne la certitude que les deux crimes de dimanche matin ne seront pas les derniers du genre, écrit le Times le lundi 1er octobre 1888. La police, prise en défaut, semble attendre, impuissante, d'un nouveau crime la chance de découvrir la bonne piste. Cet assassin, qui n'a pas de visage, a pourtant un nom extrêmement célèbre. Vous le connaissez tous, j'en suis sûr. Vous l'avez deviné, il signe Jacques l'Éventreur. J'ai décidé de m'occuper des putains et ne cesserai de les éventrer tant qu'on ne m'aura pas agrafé. Communiqué du 28 septembre à Central News Agency. On a attribué à l'Éventreur bien des crimes, mais il ne semble pas en avoir commis plus de 6 entre le 31 août et le 9 novembre 1888. Dans un quartier de Londres bien délimité, sur la rive gauche de la Tamise, moins d'1 km² de l'Est End, dans les docks, la Tour et Bishopsgate, l'arrondissement de Whitechapel. Il faudrait à peine élargir ce secteur si, aux 6 forfaits avérés, on ajoutait les 3 à 9 autres généralement écartés. Londres est à la fin du 19e siècle la plus grande ville du monde occidental, capitale d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle incarne la toute-puissance d'une Grande-Bretagne dont l'économie et la diplomatie dominent alors la planète. La reine Victoria, montée sur le trône en 1837, devenue en 1876 impératrice des Indes, est le symbole vivant de cette suprématie que rien ne semble pouvoir entamer. C'est pourtant là, dans le quartier populaire de Whitechapel, qu'une série de crimes commis en 1888 contre des prostituées va tout d'un coup lever le voile sur l'envers obscur de la société britannique. Tout commence à la fin de l'été, le 31 août 1888, lorsque l'on retrouve à Buck Road, une ruelle sombre dans ce quartier ouvrier, le cadavre de Marie-Anne Nicole, dit Polly. Cette femme de 43 ans, que la misère avait poussée à la prostitution, a été étranglée, puis on lui a tranché la gorge, entaillé l'abdomen et lacéré les organes génitaux. Une semaine plus tard, le 8 septembre, dans une arrière-cour du quartier voisin de Spitalfields, on découvre le corps sans vie d'Anne Chapman. Elle a aussi été égorgée et éviscérée. De surcroît, le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés par le meurtrier. À la fin du mois de septembre, 2 autres victimes sont identifiées, prostituées occasionnelles, elles aussi, Elizabeth Straight et Catherine Widows. Cette dernière a été atrocement mutilée, des organes ont été retirés du ventre, ouverts et déposés près du visage balafré. Un rein a également été sectionné et subtilisé par le meurtrier.
Quartier populaire, gangréné par la misère et l'alcoolisme, fréquemment englouti par le fog, le brouillard londonien, l'Est Id n'en était certes pas ses premiers crimes, mais ces meurtres sordides soulèvent l'indignation et suscitent une vive inquiétude dans toute la capitale britannique. L'absence de vol, la façon dont le corps des victimes a été découpé et meurtri, tout laisse présager l'existence d'un seul et même assassin, aux motivations plus que perverses. Mais en l'absence de traces ou de témoignages, la police est totalement désemparée. Pourtant, quelques jours avant les meurtres d'Elizabeth et de Catherine, une lettre était parvenue à la centrale de presse britannique et avait été transmise aux enquêteurs de Scotland Yard. Elle revendiquait les 2 premiers assassinats et en annonçait d'autres. Écrite à l'encre rouge, elle est signée Jack l'Éventreur. L'affaire se transforme dès lors en véritable panique morale. La presse populaire, qui prospère depuis le milieu du 19e siècle, connaît le potentiel des faits divers. Elle exploite donc sans état d'âme cette série de crimes sensationnels. The Star, un journal du soir fondé la même année, voit ses ventes passer de 20 000 à 200 000 exemplaires quotidiens, tandis que The Illustrated Police News, le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose à ses lecteurs un résumé hebdomadaire et en images de l'enquête en cours. Mais tous les quotidiens, du Manchester Guardian au London Daily News et au Daily Telegraph, en passant par le véritable Times, y vont de leurs manchettes. Le retentissement dépasse aussi très vite les frontières du pays. Surtout non content d'en rajouter sur l'abomination des meurtres, de nombreux reporters soufflent sur les braises en critiquant une police que l'on dit incapable de protéger les Londoniens. L'enquête, il est vrai, peine à prospérer. Elle est d'abord confiée au détective Edmund White, responsable de la police municipale de Whitechapel. Mais il est vite secondé par des enquêteurs du Central Office de Scotland Yard, dirigé par Frederick Aberline, puis de Charles Warren. Durant les mois de septembre et d'octobre 1888, les policiers sillonnent les bouches et les asiles de l'East Id, distribuent des milliers de prospectus et d'appels à témoignages, usent de limiers et de chiens. Ils interrogent au total près de 2000 personnes, examinent les faits et gestes de plus de 300 d'entre elles, dont 76 bouchers et carisseurs, professions similaires. Plus de 80 suspects sont arrêtés, parmi lesquels figure John Peaser, un cordonnier juif de Whitechapel surnommé le tablier de cuir. Immigré polonais soupçonné par le quartier. Mais ni lui, ni aucune des autres personnes appréhendées ne correspondent au meurtrier, que faute de témoignages fiables, il est impossible d'identifier. À Whitechapel, des habitants apeurés se regroupent dans un comité de vigilance dirigé par George Lusk, un entrepreneur en bâtiment que les commerçants du quartier ont élu président. Le comité, qui organise des patrouilles de nuit, ne se prive pas de désigner d'éventuels coupables à la vindicte publique, ouvrant ainsi la chasse aux boucs émissaires. Beaucoup pensent que de telles horreurs ne peuvent avoir été commises par un Anglais. On dénonce donc rapidement les immigrés qui vivent dans ce quartier pauvre. Les plus nombreux sont les Juifs, 80 000 environ, qui ont fui les prognons de Pologne, de Russie, et s'efforcent de survivre dans les taudis de l'Est Id. Ce sont eux que l'on accuse d'emblée. Les Juifs sont eux, ceux que l'on condamnera pas à tort, dénonce un graffiti inscrit sur le mur de Goulton Street, non loin des rues où l'on a découvert les cadavres. La police, craignant une émeute ou des débordements de ce quartier, où l'antisémitisme est virulent, le fait aussitôt effacer. Des milliers de lettres arrivent par ailleurs à Scotland Yard ou des rédactions de principaux journaux. Certaines dénoncent un voisin, proposent les services d'un graphologue ou d'un médium, suggèrent un nouveau mode d'investigation. Cet investissement inédit témoigne de la vive émotion suscitée par les crimes. Mais il est dit aussi le désir croissant de participer aux affaires publiques. Le suffrage masculin est devenu général depuis la réforme électorale de 1884 et la démocratie progresse dans ce pays longtemps marqué par une très forte défense sociale. L'affaire se complique pourtant lorsque d'autres lettres, signées de l'éventreur, parviennent au comité de Lusk. L'une d'elles, intitulée « Depuis l'enfer », est accompagnée d'un fragment de rein droit. On songe bien sûr à celui que le meurtrier a prélevé sur le cadavre de Catherine Eddowes.
Mais l'écriture diffère profondément de la première lettre. Beaucoup pensent à l'œuvre d'affubalateurs ou de reporters en mal de copie. Et si le dit Jacques l'Éventreur n'était qu'un coup monté par les journaux principaux bénéficiaires de cette effervescence publique? En 1890, l'armée du salut relevait que 30 000 personnes, sur environ 6 millions d'habitants que comptait Londres, se prostituaient. En 1889, 160 000 personnes furent emprisonnées pour alcoolisme, 2297 se suicident, 2157 furent retrouvés morts dans des taudis, des rues ou des parcs. Quasiment 5% de la population souffrait de carences alimentaires, et beaucoup survivaient en asile, à l'hôpital ou dans la rue, consommés par la misère. L'alcool et la faim, les femmes victimes de l'éventreur enduraient tous ces maux. Le meurtrier sévissait dans un quartier où se concentrait la misère, l'East End, dans l'est de Londres, avec les docks et les districts vétustes de Whitechapel. Jourdan la Tamise au sud et le poumon économique de la métropole, l'Active City à l'ouest. Dans les Venelles et les Bourges sordides s'entassaient Anglais et migrants fuyant la famine et les persécutions d'Europe de l'Est, à l'exemple des Juifs désignés comme coupables de crimes contre une inscription. Aaron Kamiński et John Pitzer, tous les deux juifs polonais, furent ainsi suspectés. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre dans le quartier de l'East End rêvait d'un monde meilleur. Elizabeth Stride fut assassinée près de l'International Working Men Educational, dont les membres étaient juifs. En 1890, Melville McNaughton, qui avait participé à l'enquête, prend la direction du département d'enquête criminelle de Scotland Yard. Selon lui, l'éventreur n'est l'auteur que de 5 meurtres, ceux de Mary-Ann Nicol, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Widdows et M.J. Kelly, les victimes canoniques, et il en nomme 3 suspects, Montaigne, Druitt, Aaron Kamiński et Michel Ostrogog. Mais depuis 1888, de nombreux coupables ont été désignés, souvent sur la base de preuves inconsistantes. Aaron Kamiński, selon Robert Anderson, directeur du CID, lors des crimes, l'auteur était un juif polonais, fou et de basse extraction, identifié au barbier. Aaron Kamiński, déjà cité. En 2014, on a trouvé des correspondances ADN mitochondriales entre des descendants vivants de Kamiński et un châle retrouvé sur le lieu où Catherine Eddowes meurt. Mais ces traces ADN ne sont pas fiables et rien ne prouve que le châle ait appartenu à la victime. Le second suspect, Montaigne J. Druitt, McNaughton qualifiait cet avocat issu de bonne famille de malade sexuel, ce qui signifiait homosexuel, probablement la raison pour laquelle il fut expulsé en 1888 de l'internat où il enseignait. Il se suicide en se jetant dans la Tamise quelques semaines après le meurtre de Kelly. Mais selon Frédéric Aberline, l'inspecteur chargé de l'enquête sur Jack l'Éventreur, il n'existait aucune preuve contre lui. Le troisième, Walter Streichter, ce peintre auteur du tableau La chambre à coucher de Jacques l'Éventreur, s'intéresse à l'affaire. L'écrivain Patricia Cromwell l'accuse de meurtre, pensant avoir décelé chez lui des tendances psychopathes. Une correspondance d'ADN mitochondriale a été trouvée entre une lettre de la mère de Streichter et une lettre signée par l'Éventreur, mais 10% de la population partage ce type d'ADN. Le quatrième, John Pitzer, ce cordonnier juif surnommé tablier de cuir, parce qu'il ne quittait jamais son tablier, même pour sortir dans la rue, fut arrêté 2 jours après le meurtre de Chapman, la deuxième victime de l'Éventreur dans la nuit du 8 septembre, car une femme l'accusait de l'avoir menacé d'un couteau ce matin-là. S'il avait déjà agressé des prostituées, il avait cependant des alibis solides pour la nuit des 2 meurtres. La cinquième comparaison est la conspiration royale. En 1976, l'écrivain britannique Stephen Knight publie Jack the Ripper, la finale solution, livre dans lequel il avance que les meurtres de Whitechapel sont dus à un complot de la maison royale. D'après sa théorie, réduite à néant par les experts, mais encore largement diffusée de nos jours, bien qu'incompatible, les meurtriers voulaient mettre fin au chantage dont était victime le prince Albert, petit-fils de la reine Victoria. Ce dernier aurait eu une fille d'une prostituée, et les amis de cette dernière menaçaient de tout révéler si on ne leur donnait pas d'argent.
Il aurait donc été décidé de les tuer en imputant les meurtres à un personnage fictif, Jack l'Éventreur. William Gill, le médecin personnel de la reine Victoria, aurait même participé au meurtre. Leur compétition féroce destinée à doper leurs ventes, les journaux londoniens disposent avec les crimes de Jack l'Éventreur d'un filon inépuisable. Le bruit courait même que l'Éventreur était un journaliste en quête d'intrigue. Bien que l'époque exigeait de ne pas mentionner la profession des victimes, on parlait de malheureuses, jamais de prostituées. La presse était prodigue en détails sordides. Sans source policière fiable, toutes les suppositions étaient émises. On affirmait que les juifs orthodoxes avaient coutume de tuer les femmes avec lesquelles ils avaient des relations, que les Européens de l'Est pratiquaient des rites magiques avec les mêmes organes que ceux prélevés par l'Éventreur. Le message était clair, cet horrible criminel ne pouvait être un gentleman britannique. Mais le 9 novembre, après plus d'un mois de silence, l'assassin frappe à nouveau. Au 13 Miller's Court, on découvre le cadavre de Mary Jane Kelly, prostituée elle aussi, mais beaucoup plus jeune que les autres. Elle n'a que 23 ans. Elle est surtout la seule des victimes de l'Éventreur à avoir été assassinée entre quatre murs, ce qui a laissé tout son temps au tueur pour peaufiner ses mutilations. Le rapport d'autopsie rédigé par le médecin légiste Thomas Bond est terrifiant. La jeune femme n'a pas seulement été éventrée, le visage a été tailladé jusqu'à l'os, les seins ont été découpés, la peau des cuisses arrachée, l'abdomen incisé, les organes dispersés dans la pièce. Mais Bond ne se contente pas d'examiner le cadavre, il émet des hypothèses sur la personnalité de l'assassin de Whitechapel, offrant ainsi le premier portrait psychologique et sexuel du tueur. Car il ne fait aucun doute pour lui qu'un même homme est responsable des 5 crimes, un même modus operandi, des mutilations analogues. Or Bond doute que l'assassin soit un médecin, il pense plutôt à un boucher ou un écarisseur. Ses motivations semblent claires en revanche. Le meurtrier est un homme ordinaire, un individu solitaire, et sujet à des crises de manie meurtrière et sexuelle. L'Esper venait d'inventer l'une des pires figures de la modernité et l'un des cauchemars récurrents, le serial killer ou tueur en série pour meurtrier psychopathe, animé de pulsions sexuelles et engagé dans un jeu sinistre avec la société et les médias. Mais alors même que le portrait de l'assassin commence à se préciser, la série de crimes s'interrompt. La liste des coupables potentiels, elle, s'allonge presque à l'infini. On évoque pêle-mêle des médecins comme Thomas Quim, assassin authentique mais en prison aux États-Unis au moment des faits. Sir William Gould, le chirurgien de la famille royale, ou encore John Williams, le gynécologue de la princesse Béatrice. D'autres personnalités sont également suspectées. Aaron Kominski, un juif polonais souffrant de troubles mentaux. Montaigne John Druitt, un jeune homme de bonne famille, mais aux mœurs dissolues, et dont on retrouve le corps dans la Tamise à la fin du mois de décembre. Et même le prince Albert, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria. Tous sont bien sûr disculpés, mais la paranoïa gagne toute la société. L'enquête dure encore quelques années, pendant lesquelles circulent les hypothèses les plus fantaisistes. Certains parlent même d'un gorille échappé du zoo. Puis fut close officiellement en 1892 l'affaire. Pour les Londoniens cependant, la page ne fut pas facile à tourner. Jack l'Éventreur avait révélé les démons qui taraudaient de longue date la société victorienne. Les élites britanniques, animées d'un profond sentiment de supériorité, savaient leur puissance fragile et redoutaient la violence tapie au cœur des bas quartiers. Dans l'est de Londres, le long de la Tamise s'étendaient d'interminables taudis où s'entassaient les travailleurs misérables. Envoyé à la police de Londres en octobre 1888, le document connu sous le nom de Lettre de l'Enfer était accompagné d'un bout de rein humain. D'après le texte, le reste avait été mangé par l'auteur de la lettre. La police reçut des centaines de lettres concernant le crime, mais celle-ci, non signée, serait selon les enquêteurs la plus véridique. Les caractères diffèrent de ceux des autres courriers. L'orthographe indique une personne éduquée, mais avec une personnalité perturbée, et le rein qui l'accompagnait était comme celui des malheureuses prostituées, celui d'une personne alcoolique. Mais la lettre originale ne peut fournir plus de données, car comme bien d'autres preuves, elle a disparu des archives de Scotland Yard. Voici le texte. De l'enfer, monsieur Lusk. Monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai prélevé sur une femme. Je l'ai conservé pour vous.
J'ai frit l'autre morceau et je l'ai mangé. Et c'était très bon. Je vous enverrai peut-être le couteau ensanglanté qu'il l'a pris si seulement vous êtes un peu patient. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. Dans ces zones de Whitechapel, désolé, vivait la part maudite de la prospérité victorienne. Certains y virent même un moyen pour se débarrasser enfin de ce fléau. Pourtant les victimes du tueur n'étaient pas que des miséreuses, qui tentaient de survivre tant bien que mal. Les plus lucides des observateurs insistent sur la grande hypocrisie des élites, qui constituent la clientèle principale des bordels. La perversité des bourgeois se nourrit-elle de l'immortalité des pauvres? Cette ambiguïté, le romancier Robert Louis Stevenson lui donne un visage dans l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Publié 2 ans avant les meurtres, on y découvre qu'une personne respectable peut se livrer à des actes monstrueux. L'immense succès du roman se prolonge au théâtre où la pièce était encore jouée au moment des crimes de Jack l'Éventreur. Certains pensent même que l'acteur Richard Manfield, qui incarnait Jekyll et Hyde, était possible suspect. Pour calmer les esprits, on interrompt les représentations. L'affaire ne fut jamais élucidée, mais Jack l'Éventreur n'a pas quitté l'imaginaire occidental. Sa postérité unique dans l'histoire du fait divers s'est hissée à la hauteur du mythe et continue de questionner les dessous sombres de notre modernité. C'est pourquoi la littérature, le cinéma et les jeux vidéo se sont vite emparés du personnage. Reprenant l'intrigue imaginée en 1913 par la romancière Mary Bullock, Alfred Hitchcock sort en 1927 The Lodger, dans lequel un mystérieux locataire assassine à Londres des jeunes femmes. 2 ans plus tard, George Wilhelm Past introduit lui aussi le tueur de Whitechapel dans son film Pandora. C'est donc à la fiction qu'il revient d'incarner Jack l'Éventreur, de lui donner cette identité que la police n'était pas parvenue à établir. D'autres auteurs comme Robert Bloch, Stephen King, Alan Moore, Patricia Cromwell y allèrent chacun de leurs coupables. Ces enquêteurs amateurs, dont certains ont passé leur vie à dépouiller les archives des quotidiens, sont aux sources d'un étrange savoir, la ripperologie. Le terme a été forgé en 1972 par l'écrivain britannique Colin Wilson, dans lequel l'érudition la plus scrupuleuse se mêle aux fantaisies et aux coups de bluff. Dernier en date, le Britannique Russell Edwards annonce ainsi en 2014 avoir découvert grâce aux traces d'ADN l'identité de Jack l'Éventreur. Mais tout ceci s'est révélé être fantaisie. À Whitechapel, des milliers de touristes continuent de se presser chaque année sur la trace du meurtrier, archétype du serial killer. Jack l'Éventreur a façonné notre regard sur le crime et la violence. Il est devenu un mythe moderne au cœur de nos pulsions les plus troubles. Comme on l'a vu, cet assassin, qui n'a pas de visage, a pourtant un nom, ou plutôt un sobriquet. Quand il écrit aux organes de presse, il signe Jack l'Éventreur. J'ai décidé de m'occuper des putains et ne cesserai de les éventrer tant qu'on ne m'aura pas agrafé. Écrit dans une lettre célèbre, toutes les victimes sont des femmes. Tous sont des prostituées de bas étage, des alcooliques chroniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.